Bonjour Mickaël et Zora de Conte-moi une vie. Aujourd'hui on est à Aoulouz. Enfin je dis aujourd'hui mais ça fait déjà quelques jours qu'on est à Aoulouz dans le sud du Maroc à peu près 2 heures d'Agadir, proche de Taroudant. Et aujourd'hui du coup je suis avec Zora parce qu'on s'est dit que ça pouvait être sympa de conter nos propres vies. Et on va commencer avec Zora et qui en fait est prof alors dans une prof d'école. La particularité c'est qu'elle est maître mais elle va nous en dire plus. Bonjour Zora. Alors, bonjour. Et du coup, tu peux te présenter en quelques mots. Tu es. Alors, je suis professeure des écoles, donc enseignante en élémentaire. J'interviens auprès d'élèves de maternelle jusqu'en CM2. Voilà. Et la particularité, c'est que j'ai commencé à expliquer l'idée, c'est que j'ai passé une certification pour avoir une spécialisation pour m'occuper plus particulièrement des enfants en difficulté d'apprentissage. Donc des enfants qui ont du mal à apprendre à lire, qui ont du mal avec certaines notions, et pour lesquels le travail de l'enseignant dans la classe n'est pas suffisant pour l'aider à rapprocher les valeurs. Voilà. Je suis enseignante spécialisée, je fais partie des RAZ, et on m'appelle communément Maître E. Et est-ce que tu as toujours voulu faire ça? Est-ce que c'est une passion que t'as entre guillemets, que tu as découvert ou que tu as voulu faire depuis petite? Ou bien c'est venu au fur et à mesure D'ailleurs, tu voulais faire quoi quand tu étais petite? Quand j'étais petite, je voulais absolument devenir prof d'anglais. Il y avait déjà la notion d'enseignement. D'accord. La notion d'enseignement, j'ai toujours, aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours aidé soit mes petits frères, soit le voisin, les enfants du voisin, à faire les devoirs. Et du coup, c'est quelque chose qui était là depuis toute jeune. L'anglais, avec la découverte de l'anglais au collège, je me suis dit, voilà, c'est ça, je serai prof d'anglais. Et du coup, est-ce que ça s'est fait tout naturellement? Après tes études, tu as suivi le parcours spécifique pour être prof, ou tu as fait autre chose avant d'être professeur? Alors, comme je voulais être prof d'anglais, après mon bac, j'ai fait une licence d'anglais, et donc avec la ferme intention de passer le CAPES d'anglais et d'enseigner. Et j'avais aussi comme rêve un peu lointain d'enseigner, de m'exercer à l'enseignement en France avant de revenir enseigner au Maroc, avec l'idée que je pourrais apporter un savoir-faire d'expertise que j'aurais acquise en France, qui n'aurait pas encore au Maroc, voilà, pour partager l'expérience. Et voilà, donc j'ai fait des études pour devenir prof d'anglais, je fais une licence d'anglais. Est-ce que tu te voyais maître E à l'époque? C'est venu un peu plus tard, avec l'enseignement de l'anglais et les méthodes d'apprentissage des langues à l'université, ça me correspondait pas trop. Je trouvais que on nous apprenait à devenir prof d'anglais, on nous préparait à l'enseignement de l'anglais, alors que même on était pour la plupart de très bons écrivains, mais de très mauvais parleurs. Donc on était très très mal préparés à l'oral. Et donc ça m'a un peu détournée de mon rêve initial. Et de là, j'ai commencé à travailler en parallèle de mes études. Donc, j'ai commencé à travailler dans une association, dans un centre socio-culturel dans lequel je faisais de l'aide aux devoirs. Et là, c'est peut-être de là que serait né mon... C'était le déclencheur. C'était le déclencheur. C'était déclencheur parce que j'étais dans un quartier assez défavorisé. On accueillait des enfants dont les parents n'étaient pas francophones, pour la plupart, d'autres dont les parents étaient francophones mais analphabètes. Donc des enfants qui avaient besoin d'un espace pour faire leurs devoirs parce que les parents n'étaient pas en mesure de les aider. En tout cas, de les accompagner, pour les aider, mais pour les accompagner, les faire lire, les corriger, c'était plus compliqué. Et du coup, j'ai fait de l'aide aux devoirs pendant que j'étais en licence d'anglais. Et là, je crois que Il y a un je disais, non, mais c'est bien. Moi-même, j'étais en difficulté quand j'étais plus jeune. Et heureusement que j'ai rencontré des gens qui ont cru en moi et
m'ont tendu la main, qui m'ont accompagné, qui m'ont conseillé des ouvrages, donné des méthodes. Et de là, peut-être, ça a été la petite graine, on va dire. Et qu'est-ce que tu te disais du coup à l'époque quand tu t'imaginais du coup être professeur des écoles, c'est ça? Alors, c'est pas venu tout C'est de pas suite. une film. Qu'est-ce que tu te disais puisque tu viens de dire que tu te dis ah mais peut-être que c'est ça, peut-être que moi ça aurait été utile pour moi. Bon, il y a des gens qui m'ont aidé, peut-être que je peux transmettre la même chose. Quelle était ta vision du coup? Quel était ton je sais pas, quel était ton ressenti à ce moment-là précis qui À ce a moment-là, motivé le. En anglais, on parle fois du why, c'est le pourquoi derrière le pourquoi. ça crée un why parallèle, on va dire. C'est-à-dire que à ce moment-là, ça m'a un peu détournée de mes études d'anglais. J'ai mis de côté l'idée d'enseigner et je me suis dit que travailler dans un centre socioculturel, de faire de donner des cours à des enfants, de faire de l'aide aux devoirs, du centre de loisirs, voilà, c'était déjà une façon d'aider et ça me convenait très très bien. Donc c'est vrai qu'à ce moment-là, j'ai un peu levé le pied sur les études. J'ai aussi passé une habilitation pour le français langue étrangère, parce qu'il y avait des cours d'alphabétisation dans le centre où je travaillais, en me disant qu'effectivement, il y avait quelque chose à faire dans l'alphabétisation des parents. C'était une façon d'aider les parents à aider leurs enfants à faire leurs devoirs pour pouvoir les accompagner le mieux possible. Et, euh, et donc, c'était déjà un why à ce moment-là. À ce moment-là, ça me suffisait. Okay. Je me disais, voilà, peut-être que j'ai trouvé ma voie. Hein, je serai prof d'aide aux devoirs et d'alphabétisation et je ferai les centres de loisirs et l'écolo. Et finalement, c'est un travail, c'est un métier en soi. Et alors, du coup, comment on passe de cette vision et de ce ressenti en me disant ah voilà, ça sera mon truc, à du coup, j'imagine à passer le concours pour être prof des écoles ou. Il y a un moment où. Parce que ça aurait pu être tout le temps l'animation. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a. Il y a un moment où les connaissances, c'est pas suffisant. C'est-à-dire que j'avais la motivation, j'avais les connaissances, j'étais capable d'expliquer comment on faisait une notification, expliquer comment on fait une vision, comment on écrit, etc. Mais là, je me trouvais confrontée à des difficultés qui passaient mes compétences. Donc les enfants, je réexpliquais, je redisais la même chose, on relisait ensemble la leçon, et pourtant, l'enfant ne comprenait toujours pas. Donc là, il y a un moment où on se retrouve face à un mur. Le premier réflexe, c'est de dire ah là, mais la prof, elle t'a mal expliqué. C'est de la faute des autres. C'est la prof qui a mal fait son travail finalement. Elle te donne du travail un peu trop difficile pour toi. Elle a mal expliqué. Elle est peut-être allée trop vite. Et donc, en commençant à critiquer un peu le système, je me suis dit que plutôt que de critiquer le système, il fallait peut-être, plutôt que de critiquer les enseignants, il fallait peut-être d'abord commencer par devenir enseignant soi-même, avoir un savoir-faire, une expertise de ce que c'est qu'enseigner, donc devenir enseignant, être formé pour être enseignant, et ensuite avoir une expertise sur la gestion de la difficulté. Parce que même quand on enseigne, il y a des enfants qui, quelles que soient les méthodes qu'on va adopter avec eux, se retrouvent confrontés à la difficulté. Et du coup, c'est de là qu'est né le désir de passer le concours de professeur des écoles, avec l'idée de me spécialiser par la suite. Déjà, au moment où tu passes le concours, tu sais déjà d'avance que tu vas te spécialiser comme maître, c'est ça? D'accord. Et comme maître, j'ignorais les rouages, donc j'aurais pas dit maître à ce moment-là. Mais avec une spécialisation. Mais avec l'idée que je serais prof des écoles et je m'occuperais des enfants en difficulté. D'accord. Et donc, dans l'idée aussi, je serais prof des écoles dans des quartiers difficiles. Donc ça, c'était déjà là. Et me spécialiser d'une manière ou d'une autre. J'ai passé le concours en auditeur libre, donc je n'étais pas allée à l'UFM. Je ne connaissais pas encore les détails du système, de ce qu'il fallait faire pour être enseignant spécialisé, en quoi consistait la spécialisation. Je n'avais pas ces détails-là. Et du coup, est-ce que tu dirais que c'est
j'allais dire que c'est parce que dans ta jeunesse ou toi-même tu as eu cette expérience où il a fallu que tu te débrouilles par toi-même pour apprendre et arriver au même niveau que les autres, qu'il y a une partie de toi qui a eu envie plutôt de transmettre et pour faciliter l'enseignement et l'apprentissage en disant peut-être qu'ils sont dans la même situation ou une situation peut-être plus ou moins parallèle et si ça peut les aider. Parce que moi j'aurais bien voulu avoir le même type d'aide. Est-ce que ça a été ça Alors, on est plusieurs enseignants spécialisés qui reconnaissaient qu'on a quelque chose à régler avec l'école. C'est-à-dire qu'il y a un moment où soi-même ou dans son entourage, il y a une il y a eu une expérience un peu difficile, une expérience plus ou moins douloureuse avec l'école, et donc quelque chose à régler avec l'école. Moi, j'ai eu un début de scolarité plutôt chaotique, parce que je suis arrivée tard en France, j'ai commencé la scolarité en CE2, donc voilà, un démarrage un peu compliqué. Et pourtant, j'ai rencontré des gens qui ont fait que je me suis bien sortie. Donc j'ai toujours eu, dans tout ce que je fais, je me suis toujours dit, moi, j'ai eu cette chance-là. Moi, j'ai eu la chance de rencontrer des gens qui me regardaient pas comme une enfant en difficulté, mais comme quelqu'un qui a un potentiel, qui n'arrive pas à le mettre en œuvre pour une sauver. Et donc, on m'a toujours regardé comme quelqu'un qui a un potentiel, qui se trouve être en difficulté, mais ce ne sont pas des difficultés insurmontables. On va l'aider à avancer. Et du coup, ayant eu cette chance-là, je me suis toujours dit que j'aimerais donner cette possibilité à eux. Donc oui, il y a un lien direct avec mon parcours. Du coup, prof des écoles, et donc tu commences à enseigner. Et quel est du coup, je sais pas, quel est ton, enfin je sais pas, quel est ton, parce que des fois quand on commence quelque chose, on arrive avec des yeux neufs, on a envie de bouleverser les choses, on a envie de mettre en application ce qu'on a appris, ou on arrive avec des super idées, on est super créatif. Et est-ce que c'était le même engouement? Comment ça se passe en fait? Parce que je dis ça parce que j'ai pas eu l'occasion souvent d'être avec des profs, mais le peu où c'est arrivé, il y a quand même ce message, enfin il y a ce ressenti qui est souvent le même, qui consiste à, à avoir comme des témoignages de gens qui sont passionnés par le fait d'enseigner et cette idée de transmettre quelque chose. Mais en même temps, je sais pas si c'était dépassionné ou dégoûté ou déçu. Enfin, il y a un truc avec le cadre ou le système qui les entoure. Et du coup, il y a une forme de porte-à-faux. Enfin, donc, comment ça se passe quand le début et est-ce que tu as toujours cette... Alors, il y a une fraîcheur au début. Il y a une fraîcheur au début parce que tout simplement, c'est la nouveauté. Donc, il y a un engouement à ce moment-là. Donc, il y a le plaisir d'enseigner, on se prête au jeu et il y a la satisfaction aussi de voir le parcours des élèves. On a un groupe d'élèves en septembre et quel que soit l'élève, il aura forcément progressé à la fin de l'année. Alors, la magie, c'est par exemple une classe de CP. On a des enfants qui ne savent pas gérer leur cartable, et certains qui ne savent pas encore tenir leur stylo, d'autres qui ne savent pas dans quel sens tenir le cahier. Et à la fin, ces mêmes élèves sont capables de lire un texte, de vous écrire une petite histoire, de réécrire une poésie avec un geste écrit. C'est magique. Donc toute cette magie du début, ça crée un engouement et c'est le moteur. En fait, c'est vraiment le moteur. Donc chaque rentrée, on repart, c'est un nouveau pari, c'est un nouveau défi. On repart avec l'envie de faire avancer ce groupe d'élèves vers les compétences du CP, les compétences du CE1, etc. Alors, le problème, parce qu'il y a quand même un problème, puisque on constate quand même qu'il y a un certain essoufflement chez les enseignants, c'est ce qu'on appelle les injonctions paradoxales. On va vous demander deux choses contradictoires. On va vous donner deux ordres contradictoires. Le cadre du programme, par exemple, vous dit que les enfants, à la fin de l'année de CE1, doivent savoir telle et telle et telle et telle chose. Et donc, souvent, les enseignants se retrouvent piégés par ces programmes, puisqu'il faut que le plus d'enfants possible aient ces compétences-là. Et à la fois, il y a la réalité du terrain. La réalité du terrain, c'est le groupe qu'on a.
Euh, c'est un groupe d'individus. On traite avec de l'humain. Donc, un groupe d'enfants est complètement différent d'une année à l'autre. Et, euh, et on peut pas en tirer les mêmes choses. On peut pas en attendre les mêmes choses. Et d'un quartier à l'autre. Il y a beaucoup, beaucoup de choses. Il y a beaucoup de variables. Et, et autant l'énergie du début de carrière, cette motivation qui nous porte et les difficultés qu'on rencontre, on met ça sur le dos du manque d'expérience. Avec le temps, avec l'expérience, il y a des choses, bah, on peut plus dire c'est parce que je n'ai pas le temps, c'est parce que je ne sais pas, ou c'est parce que je n'ai pas d'expérience. Non, c'est la réalité. La réalité, c'est que c'est un métier qui est difficile. Et j'allais dire, quand on te dit ah, mais t'as de la chance, tu es prof, tu es toujours en vacances, quelle est par exemple ta réaction ou, comment, ouais, ou ton ressenti On peut passer le concours. Ceux qui pensent qu'on est des chanceux peuvent passer le concours. Mais ben, ça, souvent, c'est ce que je réponds. La première chose que je réponds, c'est écoute, tu n'as qu'à passer le concours. Hein, si on est si chanceux, hein, pour que tu puisses voir de l'intérieur. Donc, une fois dépassé ce petit pic, le gentil pic, hein, souvent, ben, je prends le temps d'expliquer quand même. Un enseignant, pour pouvoir enseigner une journée de classe hein, avec différents contenus, il faut savoir que pour une séance de 45 minutes, donc je veux apprendre la soustraction aux élèves. On va faire la première leçon sur la soustraction. On va pas arriver et faire la leçon avec la soustraction. Il va falloir préparer. Donc, on va préparer pour cette première séance. Il peut y avoir 2, 3, 4 heures de travail. Alors bien sûr, en fonction de l'expérience, en fonction des difficultés ou des facilités qu'on a rencontrées les années précédentes, ça va être plus ou moins rapide. Mais il y aura un travail de préparation. Le travail de préparation, il consiste aussi à adapter son enseignement au groupe d'élèves qu'on a. On met une classe d'élèves très moteurs qui en 2 minutes auront tout compris. Il faudra penser à ces élèves-là. J'ai expliqué la leçon. Ces élèves-là, ils ont compris. Qu'est-ce que je vais leur proposer pendant que je vais voir? Je continue à expliquer aux autres. Qu'est-ce que je vais amener comme travail de manipulation pour que le maximum puisse comprendre cette notion. de manipulation? Manipulation, c'est-à-dire le travail de manipulation, c'est-à-dire, là on a plein de petits cailloux autour de nous, on peut faire une séance où on va manipuler, ça va être de la pratique, alors on appelle ça une séance de manipulation, donc au lieu que ce soit simplement de la théorie, ce qu'on appelle du papier-crayon, des exercices, on est dans la pratique, on a récolté une somme de cailloux bleus, voilà, et on veut en faire des petits paquets, je veux partager en 4, qu'est-ce qu'on fait? Ben on va d'abord faire un travail où les enfants vont manipuler avant d'arriver à la notion théorique. Donc bref, pour une séance, il va y avoir tout un travail de préparation de cette séance. Et ce travail-là, il ne se fait pas devant un élève. Ce travail-là, l'enseignant, il a besoin d'être au calme. Tout ce travail-là, c'est du travail hors classe. Et maître E, ça parle pas forcément à tout le monde. C'est quoi le rôle d'un maître E? C'est quoi une journée type? Alors, le maître E, c'est un enseignant. Hein. C'est un enseignant qui, à un moment de son parcours professionnel, a choisi de se spécialiser. Donc, on va essayer d'être au plus près des capacités de chaque élève. Donc, il y a des enfants qui n'arrivent pas à suivre en classe. Pour ces enfants-là, il va y avoir une séance d'observation. Donc moi, ce que je fais, c'est que quand un enseignant me parle des difficultés d'un élève, d'abord je prends rendez-vous avec lui pour aller voir cet élève dans sa classe. Donc, je m'installe dans un coin, je leur dis que je suis là pour voir un peu comment ils travaillent, et j'observe, est-ce qu'il y a des moments où l'enfant décroche? Est-ce qu'il met du temps à se mettre au travail, à s'installer? Est-ce que quand il y a une phase orale, il écoute? Ou est-ce qu'il est en train de jouer avec son matériel? Ou est-ce qu'il est en train de s'endormir? Est-ce qu'aux phases écrites, voilà, l'attitude qu'il a aux différentes phases. Ensuite, après ça, je vois l'enfant tout seul. Donc, je lui propose une évaluation. Alors, en fonction de ce qu'on m'aura dit, si c'est des difficultés en mathématiques ou en lecture ou des difficultés d'intention, en fonction de ce qu'on m'aura dit, de l'observation que j'aurais faite, préparer une évaluation spécifique pour cet élève. Pendant cette évaluation-là, là encore, j'observe les moments
où il est en action, où il est en réflexion, ou les moments où il est en décrochage. Donc essayer de voir à quel moment ça arrive. Est-ce que c'est parce qu'il est fatigué? Est-ce que c'est parce que ça va trop vite? Voilà. Il y a une analyse de tout ça, un échange avec l'enseignant. Et à partir de là, en fonction des besoins, je vais constituer des groupes d'enfants, et pour lesquels je vais préparer une séance, ce qu'on appelle une séance type. C'est-à-dire qu'on va travailler une notion. Ce sera toujours le même support pendant un certain temps, pour que l'enfant puisse être habitué au support, et que là, la difficulté va être un peu croissante. On va essayer d'aller petit à petit, d'avoir des objectifs très spécifiques. Je suis capable de rester attentif pendant 5 minutes. Je suis capable de lire un texte et de répondre à des questions. Bref, des petits objectifs très très simples que l'enfant connaît. Donc on lui dit, là ensemble on va apprendre ça. On va essayer à ce que tu arrives à faire ça. Et petit à petit on va inviter aussi l'enfant à dire, la dernière fois j'ai réussi à faire tel exercice. Aujourd'hui, j'aimerais réussir, je dois pouvoir réussir à faire ça. Et donc les séances durent 45 minutes. Au début de chaque séance, on essaye de voir ce qu'on a fait la fois d'avant, ce qu'on a appris et qu'est-ce qu'on va apprendre aujourd'hui. La séance se déroule et à la fin de la séance, on fait à nouveau le point sur aujourd'hui, nous avons appris à. Et la prochaine fois, il faudrait que je réussisse à. Comme ça, l'enfant inscrit, il y a un suivi et il y a une prise de conscience. Une prise de conscience de ce qu'il est en train d'apprendre. Et aussi, le plus important, une prise de conscience de ses capacités et de ses progrès, sa capacité à progresser. Parce que les enfants, quand ils sont en difficulté, au bout d'un moment, ils sont enquistés dans leur situation et du coup, ils ont de plus en plus de mal à rentrer dans les apprentissages parce qu'ils sont en décrochage, parce qu'ils n'ont plus confiance en eux et qu'ils ne mettent pas de sens dans ce qu'ils apprennent. C'est-à-dire qu'au moment où ils sont face à une nouvelle notion, ils ne voient pas où ça va les mener, que ça va leur apporter, ou que cette notion-là, elle fait partie de tout un enfant, il n'en fait pas là. Ça fait combien de temps que tu as notre... Ah, ça fait 7 ans que je suis enseignante spécialisée. Est-ce qu'après 7 ans, tu es toujours autant passionnée? Et l'autre question, c'est... Alors, deux choses. La première, c'est qu'on dit souvent que quand on est... en fait, selon les croyances, l'attitude, le comportement du prof qu'on a en face de soi en tant qu'élève, notre capacité d'apprentissage va être plus ou moins importante. Et souvent d'ailleurs, on a cette image de tel prof, de telle matière comme les maths, le français ou autre, qu'on n'aime pas. Mais en réalité, la plupart du temps, c'est pas qu'on n'aime pas la matière, c'est que l'enseignant fait qu'on en vient à détester ou à ne pas apprécier la matière. Et du coup, quel est ton positionnement, ta vision par rapport à ça, et comment toi tu le gères pour ne pas être dans biaiser entre guillemets cet apprentissage, ou parce qu'à un moment donné tu peux peut-être croire ou avoir le sentiment qu'à tel élève il y a franchement rien à faire, et du coup ne pas donner l'énergie ou l'attention qu'il aurait besoin, et peut-être que parce qu'il y aura ce manque d'énergie ou ce manque d'attention, il va être encore plus en décrochage, alors que si tu avais taillé cette croyance, il aurait peut-être été son apprentissage aurait pu être différent. Il y a plusieurs questions. Ouais. La première, c'est est-ce que... tu es encore passionnée? Est-ce que je suis encore passionnée? Alors, il y a deux temps. Il y a des moments où je perds un peu la foi, et c'est difficile, parce qu'il y a des observations qui sont faites, il y a des solutions qui se profilent. On imagine qu'avec certains élèves, avec telle ou telle approche, avec tel ou tel accompagnement, ça lui permettra de dépasser ses difficultés. Et pour autant, on ne peut pas changer. On ne peut pas changer le monde, on ne peut pas tout changer. Donc ça, c'est difficile. Après, il y a le temps privilégié du maître, c'est le moment, le regroupement, le moment de regroupement. Quand je me retrouve face à 3 élèves, 4 élèves qui ont été mis ensemble pour un projet spécifique, là il y a une magie qui opère et on
on est dans un temps complètement différent de celui de la classe. Il y a le temps de la classe qui défile, comme j'avais dit tout à l'heure, avec les contraintes du programme, de l'emploi du temps. Une fois qu'on a fait les maths, il faut faire l'histoire, etc. Donc ça s'enchaîne très très vite. Et ce temps défile. Et il y a le temps élève. Le temps élève, à un moment, il est capable de faire telle chose. Là, il est capable de dire. Parce que le temps est un peu suspendu pendant le temps du groupe. Il sait qu'il y a notre petit rituel d'entrer dans la matière où on va d'abord échanger sur mettre en mémoire ce qu'on a fait la dernière fois, les progrès qu'on a pu faire. Est-ce qu'il y a des progrès qu'on a fait dans le groupe qui ont été constatés dans la classe? Donc il y a tout ce travail un peu d'accueil avant de se lancer dans la tâche proprement dite. Une fois que ce travail est fait, en fait, il y a déjà, tu parlais du regard d'un enseignant et en quoi ce regard-là pouvait avoir un effet sur l'enfant. Là, on est en plein dedans, parce qu'une fois qu'on est dans ce travail-là, on a déjà commencé à mettre l'enfant dans la dernière fois, on avait appris ça, et tu as constaté que tu avais réussi à faire ça. Là, tu me dis qu'en classe, tu as pu faire ça. On est déjà en train de lui dire, tu sais, tu as progressé, tu es en train de progresser, et tu vas encore progresser. Là, on le met dans un mouvement, en fait, pas dans quelque chose de statique. Il y a le cours qui est là, je suis en difficulté, c'est un fait, c'est terminé. Là, il est dans une situation d'apprentissage et il en est conscient. Il est conscient qu'il était dans un stade A, et puis maintenant il a B, il ira à C, etc. Et il y a de la magie qui s'opère dans ces groupes. Et face à la magie, on ne peut qu'être stupéfait. Et là, pendant ces temps-là, moi je dis c'est magique. Parce qu'à la fois, là, la minute d'avant, je peux être au plus bas en me disant ah mais est-ce que ça sert vraiment à quelque chose? Et là, en un instant, quand on constate ça, on dit non, ça sert à quelque chose. Ne serait-ce que pendant ce temps-là, pendant ce temps de regroupement, il y a cette foi pour moi et pour les enfants qui sont dans là. Est-ce que tu as ce ressenti d'avoir pu inspirer des gens ou est-ce que tu as des belles histoires aujourd'hui de gens qui étaient dans ta classe et qui, quelque part, même si c'est pas grâce à toi de manière globale, mais il y a une petite impulsion qui a fait que... Alors, oui, j'ai des rencontres. Quand je rencontre des anciens élèves avec lesquels, au départ, c'est toujours un peu dur parce que j'arrive avec un cadre un peu serré, on va dire. Et qui pour autant aujourd'hui retiennent que malgré ce cadre et cet aspect un peu trop strict du départ, il y a quelque chose qui a été fait avec eux et je les prends là où ils sont et comme ils sont. Et je pense que ça, autant quand ils sont petits, ils n'en sont pas vraiment conscients de ce que ça peut être bénéfique. Et à la fois, quand ils reviennent me voir plus tard, ils me disent. Ils me disent exactement ça. C'est vrai, tu étais dur avec moi, mais d'un autre côté, moi j'étais comme ça, j'étais comme ça, j'étais comme ça. Et c'est peut-être ça aussi qui m'a permis d'avancer. Donc ça c'est des petits... c'est des moments de satisfaction. Ah ouais, c'est des moments de satisfaction. Et aujourd'hui, c'est quoi il y a d'autres moments de satisfaction. Hein. Je parlais d'enfants ou de collègues. Oui, il y a des collègues aussi. Parce que pour les profs, c'est aussi cette course effrénée du rythme de la classe. Moi, j'arrive et je suspends un peu le temps. Donc, moi, j'ai une salle qui donne sur le couloir par lequel passent les enseignants avec leur classe. Quand ma porte est ouverte, elle est tout le temps ouverte, sauf si je suis en rendez-vous. Dès qu'ils savent que je suis disponible, ils peuvent venir. Et quand ils viennent et qu'ils parlent de telle difficulté, tel élève, telle relation avec tel parent qui est difficile, etc. Et j'arrive, je leur dis oui, mais j'apporte juste un regard un peu décalé. Ils sont comme ça. Et moi j'arrive, j'ai même un point de vue comme ça un peu décalé. Et j'essaie de les amener à changer leur point de vue. Et après, quand ils repartent, en général, il y a quelque chose qui s'est passé. Et là encore, des petits moments, des petites étincelles. C'est comme un feu d'artifice. C'est merveilleux, c'est éphémère.
Et qu'est-ce qui fait que tu changerais, enfin si c'est le cas en tout cas, qu'est-ce qui ferait que pour rien au monde tu changerais de métier? Quelle est cette part, j'allais dire, parce que des fois, on fait quelque chose et parce que ça devient mécanique, on tombe dans une spirale parce qu'il faut le faire la plupart du temps d'ailleurs d'un point de vue financier, parce qu'il faut subvenir à ses besoins, à ses dépenses, etc. Mais il n'y a pas il y a pas forcément d'idée, il n'y a pas de sens, il y a pas cette étincelle qui fait qu'il y a une passion, il y a une inspiration, il y a une vibration. Et du coup, si cette petite étincelle, elle est encore là chez toi aujourd'hui, qu'est-ce qui fait que pour rien au monde tu changerais de métier? Quel est ce sens qui a du coup donne tout son sens à ce que tu fais, malgré les Alors, tu as difficultés? parlé d'étincelle. Il y a quelque chose qui se passe quand un enfant comprend. Quand un enfant comprend, ou quand un enfant, pour la première fois, réussit à lire toute une phrase sans la découper par-ci, et qu'il comprend ce qu'il lit. Il y a quelque chose qui se passe dans les yeux, c'est des étincelles, et là, ça, c'est un instant magique. Parce que tu as C'est quoi ton rêve aujourd'hui? mon rêve, alors, d'abord, je parlerai d'un souhait, j'aimerais retrouver la foi des premières années. D'accord. Ouais, retrouver la foi des premières années, parce que heureusement qu'il y a les enfants pour la réaliser de temps en temps, mais elle s'effiloche, faut être honnête. Donc ça c'est un souhait. Et tu as dit quel est ton rêve? Trouver un moyen, si ce n'est faire renaître cette foi, en tout cas, trouver un moyen pour au moins la transmettre, qu'elle parte pas comme ça. Parce que je sais qu'elle est là, je sais qu'elle peut revenir, mais j'aimerais qu'elle soit transmise avant qu'elle disparaisse. Tout à l'heure, tu parlais d'école, enfin au tout début, tu parlais d'école, d'enseigner en France, puis pourquoi pas ensuite enseigner au Maroc. Est-ce que ça fait partie d'un de tes rêves? Et deuxième question, ou dernière plutôt, dernière question, est-ce que pour toi, enfin qu'est-ce que pour toi, ça serait quoi du coup l'école idéale? Ah, l'école idéale. L'école idéale, je réponds d'abord à celle-là. D'accord. L'école idéale, c'est une école accueillante. L'école, on peut accueillir les enfants sans les bousculer. Donc, quitte à commencer un peu en décalage, on les accueille sans les bousculer. Peut-être avec un encas, hein, on est dans un rêve. Alors, voilà, on les accueille avec un petit déj. Pas copieux, juste histoire de s'assurer que les enfants démarrent bien la journée et que ceux qui n'ont pas eu le temps, parce que papa, maman travaillent et qu'on s'est précipité à vite les mettre dehors parce que sinon on est en retard, ils n'ont pas eu le temps de prendre leur petit déjeuner, s'assurer que les enfants commencent avec quelque chose dans le ventre. Ensuite, donc, une fois qu'on a fait cette petite collation, une entrée dans la matière un peu souple, et donc ce serait une école qui, en premier lieu, se préoccupe du bien-être affectif de l'enfant. Au moment où on l'accueille, c'est l'enfant. Et qu'il y a encore ce sas, c'était l'enfant de ses parents. Au moment où ils l'ont déposé à l'école, à un moment il va se transformer en élève, mais il y a peut-être un moment où il peut être un peu des deux. Donc la collation, ça pourrait être un temps sympa, où on commence à parler autour de ce qu'on va faire dans la journée. On est toujours au moment de la collation, on annonce un peu son emploi du temps. Aujourd'hui, vous savez, hier, on a fait ci, on a fait ça. Est-ce que vous avez fait vos devoirs? Tiens, peut-être. Si vous n'avez pas eu le temps de faire vos devoirs, vous avez encore 15 minutes devant vous. C'est quelque chose de moins brutal au niveau du rythme. Puis après, au niveau des apprentissages, je suis pour beaucoup de manipulation et qu'à chaque fois qu'on apprend quelque chose à un enfant, on lui explique à quoi ça va lui servir. Là, aujourd'hui, des enfants en difficulté, je mets, faut que tu apprennes tes tables, la maîtresse me dit que tu as du mal. Ça sert à rien. Moi, si je veux multiplier 3 x 4, je fais 3 x 4, et puis voilà, je fais le résultat. À quoi ça va me servir d'apprendre 3 x 4? Justement, est-ce qu'on lui a dit à un moment
qu'au-delà de 3 fois 4, 12, le résultat, il y a quelque chose au niveau de la gymnastique intellectuelle. Sais-je encore, chacun a une raison pour laquelle on apprend d'abord ça plutôt que ça. Donc voilà, une école accueillante, bienveillante, qui respecte un petit peu cette phase de transition et plus explicite. Quand on apprend quelque chose, on doit savoir pourquoi on l'apprend, à quoi ça sert. Si on me demandait d'apprendre le thaïlandais demain, je serais incapable de l'apprendre. Si on me dit, j'ai une surprise pour toi. On va en Thaïlande. On va en Thaïlande. Sauf qu'en Thaïlande, ils ne parlent ni français, ni anglais. C'est ça. Ni français, ni anglais, ni arabe, ni aucune langue que tu connais. Tu es obligé d'apprendre le thaïlandais. C'est ça que j'apprendrai. Voilà. Et du coup, une école au Maroc? L'école au Maroc, ça reste un rêve. Voilà. Le petit break qui sert aussi à ça, à réfléchir sur quelle suite à donner. Quelle suite à donner à tout ça. Donc ça peut être un bon plan. Et alors, dernière question, si tu devais t'adresser à une petite fille, par exemple de 5 ans ou 6 ans, et qui voudrait être professeure des écoles ou institutrice, tout comme toi, qu'est-ce que tu lui dirais? Bah déjà, si elle me dit ah, moi j'aimerais bien être professeur parce que je suis toujours en vacances, déjà je lui dirais écoute, ne choisis pas ce métier pour les vacances. Donc, pourquoi est-ce que tu aimerais être professeur? Ah, mais j'aime partager. C'est tellement magique quand on a face à soi quelqu'un qui ne sait pas quelque chose et qui repart en ayant appris quelque chose. Ça, c'est un pouvoir et c'est tellement riche. Donc ça, c'est chouette. Mais du coup, et je lui dirais, tu as raison. Est-ce que tu l'encouragerais? De quelle manière tu l'encouragerais? D'abord, je l'encouragerais à réfléchir sur les raisons, vraiment. Après, ça m'est déjà arrivé. C'est pas un enfant de 5 ans, mais je l'encouragerais à réfléchir sur les raisons pour lesquelles elle veut faire ça. Il faut que ce soit les bonnes raisons. Si c'est pour les vacances, ça va un temps. Et très vite, on s'essouffle. Si c'est pour l'envie de transmettre, participer à l'évolution d'un être. Parce qu'en enseignant, ça passe, quand vous passez 6 heures de la vie d'un enfant, 6 heures c'est énorme. Il y a des enseignants qui passent en période scolaire, qui passent plus de temps avec les enfants que leurs propres parents. Donc c'est énorme. Donc faut aimer les enfants. Ça a l'air tout bête, mais quand même. Et faut aimer partager, transmettre et aussi accompagner. C'est-à-dire qu'on va, c'est comme enseigner, c'est comme si on veut apprendre à marcher à un enfant. Un enfant ne sait pas marcher, on va lui apprendre à marcher. Mais comment? C'est qu'on va voir. Est-ce que c'est un enfant qui a besoin de faire 4 pattes? Pas de 4 pattes. Il a besoin de prendre un trottoir? Pas de trottoir. Personne n'apprend à marcher de la même façon. Et pour autant, personne ne marche directement. Et tout le monde a des phases d'apprentissage avant de marcher sans être retenu. On a besoin d'accompagner. Et si on tient toujours l'enfant, il ne saura jamais marcher. Donc c'est à la fois l'accompagner, le tenir un moment, apprendre à le lâcher en tenant qu'une main, en tenant qu'un doigt, pour qu'un jour, on puisse le lâcher complètement, en étant là, attentif, des fois qu'il tombe, et puis un jour, comme les enfants là-bas, ils sont là, ils jouent, ils courent, les parents ne sont plus derrière. Et c'est ça l'apprentissage. L'enseignement, c'est un peu ça. Okay. Et sur le mot de la fin, comment est-ce que tu aimerais qu'on se souvienne de toi? Ou dit différemment, on dit souvent que une fois que tu es mort, enfin en tout cas après ta mort, est-ce que le monde aura changé? Et de quelle manière sinon il aura changé? Après ma mort, le monde aura changé puisque le monde change. Mais je veux dire, en quoi toi tu auras participé? De quelle manière tu aurais participé à ce petit changement? Et du coup, comment tu aimerais que les gens se souviennent de toi? Je sais pas, différemment en fonction des lieux. La Zora qu'on retiendra à l'école, ce ne sera pas la même que dans ma famille. Mais je pense que d'une manière ou d'une autre, on impacte les gens, on change les gens. Je suis souvent donneuse de conseils, donc je pense que d'une manière ou d'une autre, si, je pense que j'aurais changé les choses. Après, c'est difficile de dire. C'est difficile.
Souvent, à l'école, par exemple, c'est la tempérance. C'est-à-dire que quand les gens sont trop négatifs, j'ai toujours essayé de ramener un autre point de vue. Forcément l'autre point de vue. C'est-à-dire, quel que soit leur point de vue, sans donner mon opinion, je vais toujours essayer de les amener à avoir un autre point de vue. Et mais tu dis ça. Et si tu étais la maman de ce petit garçon qui vit comme ça, comme ça, comme ça, tu dirais quoi? Et si à toi je disais ce que tu viens de dire, tu dirais quoi? Sans leur dire, moi je te dis ça. Je fais toujours Et donc peut-être que ce qu'on retiendrait de moi, c'est ah ouais, mais Zora, elle était toujours là en train de nous dire, oui, mais tu dis blanc, mais là, de l'autre côté, peut-être que tu aurais pu dire noir, hein, parce que tu aurais été dans une autre situation. Peut-être qu'on retiendrait ça de moi. Ok. Je sais pas. Merci. De rien.